première apparition des hommes-femmes, descendants de ceux des habitants de Sodome qui furent épargnés par le feu du ciel. La femme aura Gomorrhe et l'homme aura Sodome. Alfred de Vigny. On sait que, bien avant d'aller ce jour-là, le jour où avait lieu la soirée de la princesse de Guermantes, rendre au duc et à la duchesse la visite que je viens de raconter, j'avais épié leur retour et fait, pendant la durée de mon guet, une découverte concernant particulièrement M. de Charlus, mais si importante en elle-même que j'ai jusqu'ici, jusqu'au moment de pouvoir lui donner la place et l'étendue voulue, différé de la rapporter. Vous venez d'écouter les premières lignes de Sodome et Gomorrhe de Marcel Proust. Au programme aujourd'hui, références bibliques, danse collé serré et gros bourdon. Bienvenue dans la Voie des Lettres, épisode 49. Sodome et Gomorrhe, ça a failli être le titre du roman de Proust, au lieu d'À la recherche du temps perdu. Enfin, je retrouve plus mes sources. En tout cas, Sodome et Gomorrhe, c'est la clé de voûte de l'édifice proustien. En tant que 4e volume sur 7, il sépare l'œuvre en deux, tel Moïse fendant la mer Rouge pendant une chasse aux œufs en chocolat. Sodome et Gomorrhe sont dans la Bible 2 villes détruites pour punir les péchés de leurs habitants. On associe d'abord aux habitants de Sodome le péché d'orgueil et d'inhospitalité. Il est écrit que ce sont des gens repus, bien à l'aise, et qui refusent de venir en aide aux pauvres et aux nécessiteux. En gros, des gens de droite. Dieu devait être un peu trotskiste parce qu'il fit abattre sur eux une pluie de soufre et de feu. Quelques siècles plus tard, on commence à associer Sodome avec l'homosexualité masculine, en particulier au Moyen Âge où l'homosexualité est fortement réprimée. En revanche, je n'ai pas trouvé d'association entre Gomorrhe et l'homosexualité féminine avant le poème La colère de Samson, publié par Alfred de Vigny en 1864, 7 ans avant la naissance d'un certain Marcel Proust. C'est un vers de ce poème, La femme aura Gomorrhe et l'homme aura Sodome, que Proust met en exergue du 4e volume de La Recherche. Le mot homosexuel est d'ailleurs peu utilisé par Proust. Et pour cause, c'est un néologisme apparu pour la première fois en allemand en 1870. Proust, influencé par le vocabulaire psychiatrique, son père et son frère sont médecins, parle plutôt d'inverti. Si La Recherche présente de nombreux personnages homosexuels, il y en a 2 qui mènent clairement la danse, le baron de Charlus du côté des invertis et Albertine pour les filles d'un mauvais genre. En suivant le fil du récit, c'est Sodome qui ouvre le bal dès les premières pages de ce 4e tome, quand le narrateur aperçoit Charlus dans la cour de l'hôtel des Guermantes. À ce moment, où il ne se croyait regardé par personne, les paupières baissées contre le soleil, M. de Charlus avait relâché dans son visage cette tension, amorti cette vitalité factice, qu'entretenait chez lui l'animation de la causerie et la force de la volonté. Pâle comme un marbre, il avait le nez fort, ses traits fins ne recevaient plus d'un regard volontaire une signification différente qui altéra la beauté de leur modèle. Plus rien qu'un Guermantes, il semblait déjà sculpté, lui, Palamède XV, dans la chapelle de Combray. Mais ces traits généraux de toute une famille prenaient pourtant dans le visage de M. de Charlus une finesse plus spiritualisée, plus douce surtout. Je regrettais pour lui qu'il adultérât habituellement de tant de violence, d'étrangeté déplaisante, de potinage, de dureté, de susceptibilité et d'arrogance, qu'il cachât sous une brutalité postiche l'aménité, la bonté qu'au moment où il sortait de chez Madame de Villeparisis, je voyais s'étaler si naïvement sur son visage. Clignant des yeux contre le soleil, il semblait presque sourire. Je trouvais à sa figure, vue ainsi au repos et comme au naturel, quelque chose de si affectueux, de si désarmé, que je ne puis m'empêcher de penser combien M. de Charlus eût été fâché s'il avait pu se savoir regarder. Car ce à quoi me faisait penser cet homme qui était si épris,
qui se piquait si fort de virilité, à qui tout le monde semblait odieusement efféminé, ce à quoi il me faisait penser tout d'un coup, tant il en avait passagèrement les traits, l'expression, le sourire, c'était à une femme. Replaçons dans son contexte cette apparition. Dans le tome précédent, Le Côté de Guermantes, le narrateur et sa famille déménagent dans un appartement de l'hôtel particulier des Guermantes, devenant ainsi leurs voisins. Après de nombreux essais infructueux, le narrateur finit par être invité dans cette société de hauts aristocrates très sélects et devient l'ami du duc et de la duchesse de Guermantes. Il reçoit un jour une invitation chez une de leurs cousines, la princesse de Guermantes, et veut s'assurer auprès du duc et de la duchesse qu'il n'a pas accepté par erreur son invitation, qu'il ne s'est pas gouré dans l'heure, ni planté dans la saison. Il se cache derrière une fenêtre donnant sur la cour et attend leur retour de promenade, laissant son esprit vagabonder. Il observe une orchidée solitaire qui, pense-t-il, a bien peu de chances d'être pollinisée, quand ses pensées sont interrompues par le baron de Charlus, venu rendre une visite à madame de Villeparisis et rencontrant, en sortant de chez elle, Jupien, un fabricant de gilets qui tient boutique dans cette même cour. Mais justement la beauté des regards de M. de Charlus et de Jupien venait au contraire de ce que, provisoirement du moins, ces regards ne semblaient pas avoir pour but de conduire à quelque chose. Cette beauté, c'était la première fois que je voyais le baron et Jupien la manifester. Dans les yeux de l'un et de l'autre, c'était le ciel non pas de Zurich, mais de quelque cité orientale dont je n'avais pas encore deviné le nom, qui venait de se lever. Quel que fût le point qui put retenir M. de Charlus et le giletier, leur accord semblait conclu, et ces inutiles regards n'être que des préludes rituels, pareils aux fêtes qu'on donne avant un mariage décidé. Plus près de la nature encore, et la multiplicité de ces comparaisons est elle-même d'autant plus naturelle qu'un même homme, si on l'examine pendant quelques minutes, semble successivement un homme oiseau ou un homme insecte, etc. On eût dit deux oiseaux, le mâle et la femelle, le mâle cherchant à s'avancer, la femelle, Jupien, ne répondant plus par aucun signe à ce manège, mais regardant son nouvel ami sans étonnement, avec une fixité inattentive, jugée sans doute plus troublante et seule utile, du moment que le mâle avait fait les premiers pas, et se contentant de lisser ses plumes. Enfin, l'indifférence de Jupien ne parut plus lui suffire. De cette certitude d'avoir conquis à se faire poursuivre et désirer, il n'y avait qu'un pas, et Jupien, se décidant à partir pour son travail, sortit par la porte cochère. Ce ne fut pourtant qu'après avoir retourné 2 ou 3 fois la tête, qu'il s'échappa dans la rue, où le baron, tremblant de perdre sa piste, sifflotant d'un air fanfaron, non sans crier un au revoir au concierge qui, à demi-sou et traitant des invités dans son arrière-cuisine, ne l'entendit même pas, s'élança vivement pour le rattraper. Au même instant où M. de Charlus avait passé la porte en sifflant comme un gros bourdon, un autre, un vrai celui-là, entrait dans la cour. Qui sait si ce n'était pas celui attendu depuis si longtemps par l'orchidée et qui venait lui apporter le pollen si rare sans lequel elle resterait vierge. C'est sur cette scène aujourd'hui culte, la parade nuptiale de Charlus et de Jupien, que s'ouvre Sodome et Gomorrhe. Les pages qui suivent sont un essai sur l'homosexualité, qui est parfois nommé dans le texte, comme à l'époque, le vice. D'après le narrateur, les homosexuels doivent vivre cachés et ne peuvent se confier ni à leur mère, ni à leurs femmes, ni à leurs amis. Tout dans la société les rejette, depuis les convenances jusqu'à la culture, et même les autres homosexuels installés socialement, qui les écartent de peur d'être reconnus. Le narrateur dresse un parallèle entre leur persécution et celle de la race maudite, nom donné dans l'œuvre au peuple juif. Proust, auteur juif par sa mère et homosexuel, a choisi de donner la parole à un narrateur chrétien, hétérosexuel et d'ailleurs souvent homophobe, en particulier contre l'homosexualité féminine. Il écrit lui-même dans sa correspondance que son roman n'est pas une autobiographie,
ce qui rend difficile l'accès à ses pensées, qu'il ne faut donc pas rechercher uniquement dans celle du narrateur, mais plutôt dans une multitude de personnages. De nombreux penseurs se sont intéressés aux discours homophobes et antisémites dans l'œuvre de Proust. Pour en savoir plus, je vous renvoie aux travaux d'Antoine Compagnon, de Didier Héribon et aux conférences de Kazuyoshi Yoshikawa au Collège de France. Si l'homosexualité est principalement abordée par le prisme du secret, des confidences ou des indiscrétions, l'antisémitisme est largement assumé dans la société parisienne de la fin du XIXe siècle et occupe une place sociale et politique avec l'affaire Dreyfus. L'affaire Dreyfus, Quesaco. Nous sommes en 1894, dans un pays qui sent bon la baguette et le saucisson à l'ail, et où la choucroute est suspecte à plus d'un titre. En 1871, après une guerre rapide et vite perdue, 23-0. C'est la piquette, Jack. Tu sais pas jouer, Jack. T'es mauvais. les Français se font voler leur réserve agnoles, aussi appelée Alsace-Lorraine, par leurs cousins germaniques. Dans ce climat, tendu comme une salopette bavaroise pendant la fête de la bière, les Français préparent leur revanche et astiquent un canon de 75 flambant neuf. Dans un bureau très secret au service de la France, on intercepte un bordereau destiné à l'Allemagne contenant de nombreuses informations confidentielles, notamment sur la nouvelle artillerie française. Après une série de déductions qui feraient pâlir un enfant de 8 ans jouant au Cluedo, on arrête le capitaine Alfred Dreyfus pour trahison, on le condamne au bagne à perpétuité et hop, dans un bateau, allez simple pour la Guyane, merci bonsoir. À part sa famille proche, personne ne met en doute cette condamnation. Parce qu'Alfred, en plus d'être artificier, tiens, comme par hasard, et alsacien, un mangeur de flamme-cuche, est, décidément il ne fait aucun effort, juif. L'histoire pourrait s'arrêter là, mais 2 ans plus tard, le colonel Picard découvre le vrai coupable, un certain Esterhazy qui aurait vendu les documents aux Allemands contre de l'argent. Et là, on se dit que c'est pas bien grave, l'erreur est humaine, il y a qu'à rappeler Dreyfus de ses vacances en Guyane, s'excuser en lui offrant la retraite à 62 ans, et envoyer Esterhazy casser des cailloux à sa place. Ça, c'est la version Disney. Mais en France, à la fin du XIXe siècle, l'armée est infaillible. Oui, infaillible. Comme la parole du pape, ou un tiramisu avec du mascarpone Galbani, la garantie d'un tiramisu réussi. Donc l'état-major continue de dire « Non, c'est bien Dreyfus ». Et d'autres, notamment Zola et Proust, commencent à se faire entendre en disant « Mais regarde, du con, l'écriture, c'est celle d'Esterhazy, et on a moult autres documents qui l'inculpent ». La société française se scinde alors autour de la question, et l'affaire Dreyfus est débattue partout, entre amis, avec la famille, et bien sûr dans les salons parisiens. Être Dreyfusard, c'est à l'époque être contre l'État français et son état-major, en un mot, un traître envers son pays, ce que le duc de Guermantes ne manque pas de reprocher à Swann. À propos de Dreyfusard, dis-je, il paraît que le prince Von l'est. « Ah, vous faites bien de me parler de lui » s'écria M. de Guermantes. « J'allais oublier qu'il m'a demandé de venir dîner lundi. Mais qu'il soit Dreyfusard ou non, cela m'est parfaitement égal, puisqu'il est étranger. Je m'en fiche comme de Colin Tampon. Pour un Français, c'est autre chose. Il est vrai que Swann est juif. Mais jusqu'à ce jour, excusez-moi, Froberville, j'avais eu la faiblesse de croire qu'un juif peut être français. J'entends un juif honorable, homme du monde. Or, Swann était cela dans toute la force du terme. Eh bien, il me force à reconnaître que je me suis trompé, puisqu'il prend parti pour ce Dreyfus, qui, coupable ou non, ne fait nullement partie de son milieu, qu'il n'aurait jamais rencontré, contre une société qu'il avait adoptée, qu'il avait traitée comme un des siens. Il n'y a pas à dire, nous nous étions tous portés garants de Swann. J'aurais répondu de son patriotisme comme du mien. Ah, il nous récompense bien mal. J'avoue que de sa part, je ne me serais jamais attendu à cela. Je le jugeais mieux. Il avait de l'esprit, dans son genre, bien entendu.
Je sais bien qu'il avait déjà fait l'insanité de son honteux mariage. Tenez, savez-vous quelqu'un à qui le mariage de Swann a fait beaucoup de peine ? C'est à ma femme. Oriane a souvent ce que j'appellerais une affectation d'insensibilité. Mais au fond, elle ressent avec une force extraordinaire. Madame de Guermantes, ravie de cette analyse de son caractère, l'écoutait d'un air modeste, mais ne disait pas un mot. Par scrupule d'acquiescer à l'éloge, surtout par peur de l'interrompre. Monsieur de Guermantes aurait pu parler 1 heure sur ce sujet, qu'elle eût encore moins bougé que si on lui avait fait de la musique. Voilà le genre de discours que Proust, Dreyfusard convaincu et militant pour le rétablissement de la vérité, se plaît à mettre dans la bouche de la haute société parisienne, pour mieux leur donner tort ensuite. Cet extrait est aussi l'occasion d'apprendre une nouvelle expression. Je m'en fiche comme de Colin Tampon, qui ne manquera pas de faire sensation à votre prochain repas de famille. Je laisse ici l'affaire Dreyfus. Si vous voulez en apprendre plus, je vous conseille d'écouter les 2 épisodes que lui consacre le podcast Autant en emporte l'histoire, et pour ceux qui s'en moquent comme de Colin Tampon, passons à la suite. Le récit se poursuit quelque temps à Paris, notamment à une soirée donnée par la princesse de Guermantes, où le narrateur se retrouve avec toute la haute. Entre des révélations capitales, il y a des ragots mondains moins importants, et, surtout, une ribambelle d'insultes du baron de Charlus envers la marquise de Sainte-Verte, dont le contenu ferait passer Houellebecq et Stéphane Guillon pour des enfants de chœur. Nous n'avons vraiment pas le temps de nous y attarder, mais puisque vous insistez, voici un petit teaser. Ce qui m'empêcherait de l'interroger sur ces époques passionnantes, c'est la sensibilité de mon appareil olfactif. La proximité de la dame suffit. Je me dis tout d'un coup « Oh, mon Dieu, on a crevé ma fausse d'aisance !» C'est simplement la marquise, qui, dans quelques buts d'invitation, vient d'ouvrir la bouche. Ça vous donne le ton, et si vous restez sur votre faim, courez lire Sodome et Gomorrhe, il y en a encore une pleine page. Après les mondanités parisiennes, le narrateur retourne passer l'été à Balbec avec sa mère. C'est en s'installant au Grand Hôtel, dans la même chambre qu'il occupait lors de son séjour avec sa grand-mère, qu'il ressent pour la première fois l'absence de celle-ci, morte depuis plus d'1 an. Je venais d'apercevoir, dans ma mémoire, penché sur ma fatigue, le visage tendre, préoccupé et déçu de ma grand-mère, telle qu'elle avait été ce premier soir d'arrivée. Le visage de ma grand-mère, non pas de celle que je m'étais étonné et reproché de si peu regretter, et qui n'avait d'elle que le nom, mais de ma grand-mère véritable dont, pour la première fois depuis les Champs-Élysées, où elle avait eu son attaque, je retrouvais dans un souvenir involontaire et complet la réalité vivante. Cette réalité n'existe pas pour nous tant qu'elle n'a pas été recréée par notre pensée. Sans cela, les hommes qui ont été mêlés à un combat gigantesque seraient tous de grands poètes épiques. Et ainsi, dans un désir fou de me précipiter dans ses bras, ce n'était qu'à l'instant, plus d'1 année après son enterrement, à cause de cet anachronisme qui empêche si souvent le calendrier des faits de coïncider avec celui des sentiments, que je venais d'apprendre qu'elle était morte. C'est à partir de ce moment que le narrateur commence à faire le deuil de sa grand-mère, se rapprochant de sa mère qui ne s'est jamais remise de cette disparition. Il ne sort presque plus, refuse les invitations mondaines des Verdurin, du marquis et de la marquise de Cambremer, et même d'Albertine, qu'il avait rencontrée lors de son premier séjour à Balbec, dans À l'ombre des jeunes filles en fleurs. Albertine, qui avait refusé ses avances lors de ce premier séjour, est venue ensuite lui rendre visite à Paris et a accepté de l'embrasser. Leur histoire suit des hauts et des bas, le narrateur s'ennuie en sa présence, mais souffre de son absence et la rappelle dès qu'il la croit occupée ailleurs. À Balbec, occupé du souvenir de sa grand-mère, il commence par refuser ses visites, puis accepte petit à petit de la voir et de passer leurs après-midi ensemble. Ne se mouchant pas du coude, le narrateur loue une automobile, invention récente qui n'a pas encore révélé toutes ses merveilles à nos jeunes tourtereaux.
Elle pensait bien que nous pourrions nous arrêter çà et là, sur la route, mais croyait impossible de commencer par aller à Saint-Jean-de-la-Haye, c'est-à-dire dans une autre direction, et de faire une promenade qui semblait vouée à un jour différent. Elle apprit au contraire du mécanicien que rien n'était plus facile que d'aller à Saint-Jean, où il serait en 20 minutes, et que nous y pourrions rester, si nous le voulions, plusieurs heures, ou pousser beaucoup plus loin, car de Quetholme à la Raspelière, il ne mettrait pas plus de 35 minutes. Nous le comprîmes dès que la voiture, s'élançant, franchit d'un seul bond 20 pas d'un excellent cheval. Les distances ne sont que le rapport de l'espace au temps, et varient avec lui. Nous exprimons la difficulté que nous avons à nous rendre à un endroit, dans un système de lieues, de kilomètres, qui devient faux dès que cette difficulté diminue. L'art en est aussi modifié, puisqu'un village qui semblait dans un autre monde que tel autre, devient son voisin dans un paysage dont les dimensions sont changées. En tout cas, apprendre qu'il existe peut-être un univers où 2 et 2 font 5, et où la ligne droite n'est pas le chemin le plus court d'un point à un autre, eût beaucoup moins étonné Albertine que d'entendre le mécanicien lui dire qu'il était facile d'aller dans une même après-midi à Saint-Jean et à la Raspelière, Douville et Quetholme, Saint-Mars-le-Vieux et Saint-Mars-le-Vêtu, Gourville et Balbec-le-Vieux, Tourville et Féterne, prisonniers aussi hermétiquement enfermés jusque-là dans la cellule de jour distinct que jadis Méséglise et Guermantes, et sur lesquels les mêmes yeux ne pouvaient se poser dans un seul après-midi, délivrés maintenant par le géant aux bottes de 7 lieues, vinrent assembler autour de l'heure de notre goûter leurs clochers et leurs tours, leurs vieux jardins, que le bois avoisinant s'empressait de découvrir. J'espère que vous êtes émus de l'apparition d'une des premières automobiles, le genre qui prenait l'air par tous les côtés, avec un chauffeur bien sapé et ses gants en cuir, gants qui ont donné leur nom à la boîte à gants, celle-là même qui est restée dans la voiture, hein, avec la veste en cuir et les 70 000 balles dedans. Mais trêve de mécanique, revenons plutôt à Albertine. Le narrateur continue de la voir régulièrement, mais pas exclusivement. Il n'est encore amoureux d'aucune des jeunes filles en fleurs, et couche tantôt avec Albertine, tantôt avec l'une de ses amies, dénombrant 13 aventures au cours de la saison. C'est que, pour le narrateur, répétant le schéma de Swann et d'Odette, il ne peut y avoir d'amour sans jalousie. Et pour qu'il y ait de la jalousie, il faut du danger. Il y a bien quelques jeunes sportifs dans le voisinage, mais rendus inoffensifs par le manque de culture. Son ami Robert de Saint-Loup est certes un bon parti, mais il est tellement occupé par sa maîtresse qu'il n'est guère une menace. Mais peut-être qu'en matière de jalousie, le narrateur, encore très naïf, a négligé un genre. André vint à moi en faisant des glissades. Je comptais repartir dans un instant avec Cottard chez les Verdurins, quand je refusai définitivement son offre, pris d'un désir trop vif de rester avec Albertine. C'est que je venais de l'entendre rire. Et ce rire évoquait aussitôt les roses carnations, les parois parfumées contre lesquelles il semblait qu'il vînt de se frotter et dont, âcre, sensuel et révélateur comme une odeur de géranium, il semblait transporter avec lui quelques particules presque pondérables, irritantes et secrètes. Une des jeunes filles que je ne connaissais pas se mit au piano, et André demanda à Albertine de valser avec elle. Heureux, dans ce petit casino, de penser que j'allais rester avec ces jeunes filles, je fis remarquer à Cottard comme elles dansaient bien. Mais lui, du point de vue spécial du médecin, et avec une mauvaise éducation qui ne tenait pas compte de ce que je connaissais ces jeunes filles à qui il avait pourtant dû me voir dire bonjour, me répondit « Oui, mais les parents sont bien imprudents qui laissent leurs filles prendre de pareilles habitudes. Je ne permettrai certainement pas aux miennes de venir ici. Sont-elles jolies au moins ? Je ne distingue pas leurs traits. Tenez, regardez, ajouta-t-il en me montrant Albertine et André qui valsaient lentement, serrées l'une contre l'autre. J'ai oublié mon lorgnon et je ne vois pas bien, mais elles sont certainement au comble de la jouissance. On ne sait pas assez que c'est surtout par les seins que les femmes l'éprouvent. Et voyez, les leurs se touchent complètement. En effet, le contact n'avait pas cessé entre ceux d'André et ceux d'Albertine. Je ne sais si elles entendirent
ou devinèrent la réflexion de Cottard, mais elles se détachèrent légèrement l'une de l'autre tout en continuant à valser. André dit à ce moment un mot à Albertine, et celle-ci rit du même rire pénétrant et profond que j'avais entendu tout à l'heure. Mais le trouble qu'il m'apporta cette fois ne me fut plus que cruel. Albertine avait l'air d'y montrer, de faire constater à André quelques frémissements voluptueux et secrets. Ils sonnaient comme les premiers ou les derniers accords d'une fête inconnue. Voici la deuxième scène emblématique de Sodome et Gomorrhe, la danse entre Albertine et André, au casino, leurs poitrines serrées l'une contre l'autre, et la remarque a priori anodine de Cottard qui bouleverse le narrateur. Il confronte Albertine qui, flairant l'amant jaloux, lui assure n'avoir aucun goût pour les femmes et que celles qui en ont lui inspirent le plus grand dégoût. C'est pas très LGBT-friendly les années 1900. Il ne le sait pas encore, mais c'est un nouveau continent rempli de dangers qui s'ouvre à lui. D'autant plus inquiétant qu'il lui est méconnu, la descendance de Gomorrhe, les femmes qui aiment les femmes. Pour dormir tranquille, il devra bientôt connaître les moindres faits et gestes d'Albertine, à qui elle a dit bonjour, et si l'interlocutrice est connue, pour avoir mauvais genre. Il la fera suivre partout, par son chauffeur et même par ses propres amis. L'avenir d'Albertine est contenu tout entier dans le titre du prochain volume, La prisonnière. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir écouté jusqu'à la fin. Si cela vous a plu, je vous invite à partager autour de vous, à me suivre sur les internets, et je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour un nouvel épisode de La Voix des Lettres.